stupéfiant. Avancez de 10 pas, retournez-vous et tirez. Voici le bon, le bus et la beauté. Tout d'abord, Adam et Jimmy dépoussièrent un classique du Far West. Ça fait vraiment peur! Peut-on désarmer un méchant en tirant sur son revolver? Ça fait mal! Ensuite, Jesse, Keanu et Sandra se lancent dans l'action pour savoir si l'on peut vraiment faire sauter un autobus par-dessus la section manquante d'une autoroute. Vous ne voulez pas manquer ça. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage et Jimmy Heineman. On va lui lancer une flèche dans la tête? Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. Grant Imahara. Brûle! Carrie Byron. On y va. Tori Bellucci. Avec la participation de Jesse Combs. C'était génial! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Autrefois, au pays des cow-boys, toute fine gâchette digne de porter un insigne de shérif pouvait soi-disant désarmer un méchant à l'aide d'un coup de feu bien placé. Mais est-ce vraiment possible? Ou est-ce que le voyou et les spectateurs resteraient indemnes? Mine may not be so good the next time. Alors, Cowboy, puisque c'était ton époque, veux-tu nous dire comment ça se passait? Le mythe comporte deux parties. Premièrement, on doit le désarmer, et deuxièmement, tirer sans le blesser. Par quoi veux-tu commencer? Il faudrait déterminer la force avec laquelle on peut retenir le revolver. Fabriquons un cow-boy en contreplaqué, donnons-lui la même force et essayons de le désarmer. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais tentons notre coup. Tout d'abord, Adam la gâchette Savage découpe une bande de brigands. Et pour donner la poigne nécessaire à son trio de malfaiteurs rangés pour retenir leurs armes, Jimmy conçoit d'intéressantes jointures. Voici l'un de nos produits préférés. C'est comme du velcro, mais hermaphrodite. Il a des boucles et des crochets. Alors, il colle sur lui-même. Parfait. Ensuite, les stupéfiants enfourchent leur monture et se rendent au champ de tir, leur deuxième maison. Magnifique! Voici le trio orange du désordre et on va tirer sur les revolvers qui tiendront. Je suis au champ de tir Chabot, lieu où l'on a filmé plusieurs autres aventures des stupéfiants concernant l'Ouest américain, incluant l'Immaculée Conception. Je crois qu'il a réussi. Les mythes de franc-tireur. T'as vu ça? Et les objets par balles 1 et 2. Cette fois, on veut savoir si ceci, l'arme de choix des héros du Far West, peut être utilisé de façon non violente. Autrement dit, peut-on tirer sur le revolver que tient un adversaire afin de le désarmer? Adam, viens voir. Quoi? Voici mon simulateur de poigne humaine. Super. Comment veux-tu le tester? Tiens bien ce revolver et je vais te l'arracher de la main pour voir ce que ça fait. Ça va? T'as senti ce que tu voulais? Oui. Maintenant, tiens solidement ceci et je vais t'arracher ton arme de nouveau. Si je sens la même sensation, ce sera parfait. C'est identique. C'est vrai? Oui. Alors fixons-le et tirons les coups de feu. Bien. On place le revolver dans les simulateurs de poigne comme si les bandits étaient en train de dégainer. Et avec l'aide d'un pointeur laser des plus précis, Adam et Jimmy visent leur cible, prêts à tirer. Parfait. On va commencer le mythe par une interprétation de personnage. Bon, ça y est. Vas-y. Roule en ligne droite, reste au-dessus de 80. Un autre indice? Il y a une bombe dans cet autobus. Si tu ralentis, il va exploser. Je reconnais les répliques. On teste un autre mythe du film Clanche. Exact. Exact. Depuis qu'Adam et Jamie ont vérifié si l'on pouvait empêcher un autobus de se renverser en déplaçant tous les passagers vers un côté, tout le monde nous demande de tester le saut de l'autobus. Je sais de quoi tu parles. C'est la scène où l'autobus roule à toute allure sur un viaduc inachevé et arrive devant un grand trou. Les héros réussissent pourtant à franchir le vide et atterrir de l'autre côté, puis continuer à rouler sans que personne n'ait été blessé. Exactement. Tu vas pas parler comme ça jusqu'à la fin? Absolument. C'est une scène classique de l'écran vert.
Keanu, l'alter ego de Grant, et la ravissante Sandra Bullock font sauter leur fameux autobus au-dessus d'un trou de 15 mètres dans une autoroute de Los Angeles. Mais est-ce vraiment possible ou s'agit-il encore de la physique déformée des films? Tu vas bien? Je crois que oui. Bravo, mon vieux. Encore une fois, ma famille sera fière de moi. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve un autobus et une autoroute en construction, puis on l'essaie? Pas question, c'est bien trop dangereux. Tu as peur? Non, je n'ai pas peur. Oui, j'ai peur. Non, je n'ai pas peur. Oui, j'ai peur. Comme les trous dans les autoroutes sont rares et que les stupéfiants sont encore plus rares, on devrait commencer par un test à petite échelle. On va construire une petite autoroute, un petit autobus et faire rouler l'autobus à une petite vitesse pour voir ce que ça donne. On se servira de ce qu'on a appris pour un test à grande échelle. On va conduire un autobus grandeur nature, pas vrai? Oui, on en conduira un vrai. Oui, on vous le garantit. D'ici la fin de l'expérience, cet autobus tentera d'effectuer le même saut que dans le film. Mais d'abord, tout le monde embarque dans le Matbus pour étudier l'éternelle question des échelles. On a déniché le même type d'autobus que celui du film. Il mesure 11 mètres de long, 2,5 mètres de large et pèse 11 000 kilos. Je dois fabriquer un modèle réduit pour nos tests à petite échelle. J'ai ici un autobus jouet, mais ça ne fonctionnera pas. Il nous faut un autobus qui correspond à 1/12e du modèle grandeur réelle, qu'on peut commander à distance et qui présente la bonne répartition du poids. Mais il y a un paramètre que ce test ne nous permet pas de mettre à l'échelle, la gravité. On a fait quelques appels et on a demandé à la NASA de nous transporter sur la Lune avec notre autobus modèle réduit, là où la pesanteur est plus faible. Mais ils ont dit non. Par contre, ils nous ont suggéré de faire rouler l'autobus un peu plus vite pour compenser la différence de pesanteur. En gros, ces hiéroglyphes signifient que pour compenser l'impossibilité physique de réduire l'accélération gravitationnelle, Moins 1/2 G. la vitesse de notre autobus à une échelle de 1/12e L'espace qu'on va survoler, doit être d'un peu plus de 32 km/h. 32,5 km/h. T'as oublié de soustraire la gravité. Quoi? Pendant ce temps, à l'atelier, Jesse bâtit un monde parfaitement à l'échelle pour le mini-autobus que l'on construira sous peu. Les gars s'occupent de l'autobus et moi, je m'occupe de la piste. On m'a dit que l'espace entre les deux sections était de 15 mètres. J'ai donc respecté les proportions. L'angle de l'autoroute est également très important. On a calculé un angle de 1,2 degré, la rampe de décollage se trouvant 60 cm plus haut que la rampe d'atterrissage. Tout sera parfaitement à l'échelle. À l'extérieur, avant que Tory fabrique la carrosserie qui recouvrira le moteur et le châssis, Grant veut savoir 26 km/h. si la vitesse est suffisante. Pas tout à fait 32. Ouais, il nous faut au moins 6 km/h de plus. D'accord, j'ai quelques idées. Si tu le brises, tu le payes. Très bien. De retour à l'intérieur, Grant augmente la puissance du moteur pour qu'il atteigne 32 km/h. Il s'assure aussi qu'il pèse précisément 6,3 kg afin de respecter l'échelle. On sera prêt dans quelques minutes. Entre-temps, Tory se penche sur la caisse de l'autobus en commençant par façonner un moule en bois qu'il forme ensuite sous vide Le formage sous vide, c'est magique. pour produire la carrosserie ultra légère dont il a besoin. Il ne reste plus qu'à coller ces deux moitiés ensemble et j'ai mon autobus de plastique. L'équipe a même le temps de décorer un peu l'autobus, mais aussi l'autoroute. Avant d'assembler le moteur et la carrosserie pour cette périlleuse cascade qui défie les lois de la gravité. Tout a été mis à l'échelle, de l'autoroute à l'autobus. Ce test nous donnera une bonne idée de ce qui risque de se passer dans le vrai monde. Par contre, selon moi, l'autobus n'a aucune chance de franchir le vide. As-tu terminé tes adieux? Oui. Je pense qu'il va s'écraser par terre et qu'on va devoir le reconstruire. J'en suis certain. On est prêt. Je vais placer l'autobus pour qu'il roule au centre de l'autoroute en direction du trou. Je vais me tenir au milieu et le mettre en marche. Et moi, je vais mesurer la vitesse. Parfait. Le bus est en place. Voici le test à petite échelle. Vous êtes prêts? Prête? On y va dans 3, 2, 1...
Dieu! Regardez! Il est allé bien plus loin que je l'aurais cru. Oui, mais il n'a pas atterri de l'autre côté de l'autoroute. Ça ne regarde pas bien pour le mythe. Pas du tout. Pour notre premier essai à petite échelle, l'autobus a raté l'autre côté de l'autoroute de 75 cm. Dans la réalité, ça représente 9 mètres. C'était loin d'être réussi. Regardez, j'ai survécu. Pas nous. Quel dommage. En effet, même si toutes les proportions ont été respectées, incluant la vitesse à un peu plus de 32 km/h, dès que l'autobus a quitté l'autoroute, il s'est mis à plonger. Pour confirmer les résultats, l'équipe se prépare pour un deuxième essai en diminuant l'espace vide de moitié. L'autobus est en place. Ma prédiction, il ne réussira pas. C'est parti dans 3, 2, 1. Tu es sûr que tu veux le voir? Il n'était vraiment pas prêt d'y arriver. De toute évidence, il ne s'est pas rendu. Comme Benjamin Franklin l'a presque dit, en ce monde, rien n'est certain, à part la mort, les impôts et la gravité. On lui a donné les meilleures chances possibles. Tout était à l'échelle et on a même réduit le trou de moitié. Mais ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Dès que le bus quitte l'autoroute, la gravité agit sur lui et le fait tomber. Impossible qu'il réussisse son saut. Oui, il faudrait réduire l'espace à un simple nid de poule pour que l'autobus passe par-dessus. Cette partie du mythe est clairement fausse. Tout à fait. Juste parce que notre test à petite échelle est sans appel, ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera là. Pour ma part, je ne serai pas satisfait tant que je ne l'aurai pas essayé à l'échelle réelle. On y va pour le désarmement au moment de dégainer dans 3, 2, 1. Le revolver est tombé. En effet, On a peut-être réussi. Ne t'emballe pas trop vite, Adam. Dommages collatéraux. L'adversaire est désarmé, mais aussi blessé. la balle est allée dans tous les sens, ou du moins des fragments. Tu as raison. C'est terrifiant, regarde. Voilà un aspect de la réalité qu'on ne voit jamais dans les films. Les fragments meurtriers qui éclatent en tous sens. Sortir de cette situation sain et sauf est loin d'être certain. Et le mythe semble déjà douteux. Alors, maintenant, Dans le prochain scénario, notre truand a déjà sorti son arme de son étui et s'apprête à tirer. Tire en premier. Notre justicier tentera encore de lui enlever son revolver en tirant dessus, sans blesser personne. On fera de notre mieux. À vos marques, Désarmement d'une main en position de tir. 3, 2, 1. juste là, tu vois? Je sais qu'on a touché le revolver, car en voici un morceau. Allons l'inspecter. Mon vieux, tu as vu où je l'ai atteint? Ce morceau était derrière le barillet. Pour l'arracher, il a fallu que je tire à travers une chambre. Beau tir, Tex. intéressant comme tour. Mais comme la prise de la balle sur le revolver n'était pas complète, il n'était pas idéal pour cet essai. On va donc recommencer. Désarmement d'une main en position de tir. 3, 2, 1. Elle a éclaté en morceaux. Oui, la balle a éclaté Oh, méchant dégât! et le revolver est resté dans la main. Il n'est pas tombé car la position de l'arme n'offrait pas assez de prise. Ce scénario est doublement éliminé. Maintenant, on suppose que le malfaiteur pointe son arme sur quelqu'un d'autre et on essaiera de l'atteindre sur le côté. Cette fois, j'ai bon espoir que ça fonctionnera. Désarmement lors d'une prise d'otage. Je tire dans 3, 2, 1. Victoire! On dirait bien. La main n'est pas touchée. Non, Et le cow-boy derrière lui non plus. non. Dans la position de la prise d'otage, la balle a touché le revolver de plein fouet et a libéré presque toute son énergie. Bien joué! Tireur inanimé.
Cette énergie, plus le fait que le coup a entraîné un petit mouvement dans ce sens, ont permis d'arracher le revolver de la main du méchant. En conclusion, l'orientation du revolver a un impact énorme sur le succès du désarmement. Mais qu'en est-il de la partie du mythe qui dit qu'on doit tirer sans blesser? Disons que les balles s'en sont données à cœur joie. Quand on cherche à désarmer quelqu'un de cette façon, c'est parce qu'on ne veut pas le blesser, et encore moins le tuer. Ces deux cow-boys ont subi plusieurs blessures. Chaque morceau de ruban jaune représente un effleurement qui aurait causé une coupure ou encore un coup direct qui peut entraîner la mort. On avait beaucoup plus de temps qu'un cow-boy pour viser. Alors je pense que ce n'est sans doute pas la meilleure méthode pour désarmer quelqu'un sans le blesser. On a testé seulement un paramètre concernant l'homme qui tient le revolver, c'est-à-dire la force de sa poigne. Mais je crois que d'autres facteurs entrent en jeu. Plus spécifiquement, j'aimerais savoir ce que le tireur ressent lorsque la force de l'impact agit sur le revolver. On effectuera donc un test subjectif de force d'impact. Voici le plan d'Adam. Dans ce test, il tirera les ficelles pour se concentrer sur l'effet de surprise. Il fera sursauter Jimmy en lui enlevant brusquement son arme au moment où il ne s'y attend pas, simulant ainsi un désarmement par coup de feu. Ne regarde pas là-bas. Je vais regarder par là. Parfait. J'espère que ça simulera la sensation qu'on éprouve lorsqu'on tient une arme qui reçoit une balle. Prêt, Jimmy? Je suis prêt. D'accord, pointe le revolver dans la bonne direction. Excellent. Je ne te dirai pas quand je vais le laisser tomber. Je l'ai projeté hors de ta main. Oui. Comment c'était? Quand on ne s'y attend pas, c'est assez agressant. L'effet de surprise de notre petit système de poulie t'a fait lâcher ton arme. Oui, mais tu sais quoi? J'ai l'impression que si une vraie balle atteignait le revolver, ce serait plus saisissant. Oui, j'y ai réfléchi et j'ai un plan dans ma tête pour ajouter cet aspect à notre expérience. Très bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand une balle nous enlève notre arme? C'est probablement très douloureux, comme frapper un objet dur avec un bâton de baseball. Je vais me servir de ce revolver comme modèle. Je vais découper une plaque d'aluminium, ajouter un manche ainsi qu'une grande palette. Vous me voyez venir? Ensuite, je vais demander à Jamie de frapper cette palette avec un bâton de baseball et je vais voir s'il est difficile de retenir l'arme. À mon avis, je vais lâcher immédiatement. On y est presque. Vous ne savez peut-être pas, mais j'ai un penchant pour les objets qui avaient une fonction très spécifique, mais dont la dite fonction est complètement tombée dans l'oubli. Ce revolver fait partie de cette catégorie. Je suis très content. Je le dis sans hésitation, de tout ce que j'ai créé à l'émission, c'est mon truc préféré. Eh oui. Tiens ça. Avec l'aide de Jimmy le cogneur, Adam va mettre son nouveau jouet préféré à l'épreuve. J'essaie de m'imaginer à quel point ce sera douloureux. Ça va probablement juste pincer. Bon. Mes yeux sont fermés. Non, impossible de retenir cette arme. Bon sang que ça fait mal. Observons ce douloureux moment dans ce splendide et majestueux ralenti de 1000 images par seconde. Aïe, ça semble douloureux. Oui, une douleur vive. Le coup a résonné. La douleur et la surprise étaient très évidentes dans le visage d'Adam. C'était satisfaisant à voir. Mais pour ce qui est du transfert d'énergie, quel rapport peut-on établir avec une balle qui touche un revolver? D'un côté, on a un bâton de 800 grammes. Il se déplace à une vitesse de 137 km/h, ce qui nous donne une énergie potentielle de 582 joules. De l'autre côté, on a une balle de 15 grammes se déplaçant à 987 km/h pour une énergie potentielle de 566 joules. Les chiffres sont presque identiques, mais malgré ça, je ne serai pas totalement satisfait tant qu'on n'aura pas une situation qui se rapproche le plus possible d'une vraie balle tirée sur un vrai revolver que l'un de nous deux tient dans sa main. Comme les tests à petite échelle l'ont clairement montré, le saut tel qu'on le perçoit dans le film est impossible à effectuer. Et s'il y avait une rampe?
Et si l'autobus décrivait une trajectoire plus réaliste? Le saut de 15 mètres serait-il possible? Pour le savoir, on sort l'autobus grandeur nature du garage. Montez à bord. Évidemment, je ne conduirai pas l'autobus quand il va sauter. Ni personne d'autre d'ailleurs. Alors avant tout, il faut retirer l'humain de l'équation. J'ai sorti ma boîte au trésor. Elle contient un moteur électrique à couple élevé, des vérins pneumatiques, des soupapes pneumatiques et des servocontrôleurs. Je vais utiliser tout ça pour remplacer le conducteur afin qu'on puisse commander le bus à distance. Adam et Jamie ont déjà fait ceci, mais avec un autre autobus. Je dois donc partir de zéro. Grant part effectivement de zéro, C'est toujours plus facile dans les films. mais il a un modèle pour le guider. Après tout, Adam et Jimmy sont déjà parvenus à renverser un autobus télécommandé à 80 km/h. Qui ne tente rien n'a rien. S'inspirant de leur plan, Grant tournera les roues et appuiera sur les pédales à partir d'une camionnette qui suivra le bus. Pour enfoncer les pédales, je vais installer ces vérins pneumatiques. Un pour l'accélérateur et un pour les freins. L'autobus va faire... Puis il va monter sur la rampe. Exactement comme ça. À la fin, vous allez entendre « Ouais, on a réussi !» Et non « Oh mon Dieu, il ne répond plus !» Parce que je vais m'assurer qu'il fonctionne correctement. Maintenant que tout est presque parfait du côté de la commande à distance, allons voir ce qui se passe avec la rampe. Voici comment on construira notre rampe. On a un conteneur de 12 mètres de long que l'on coupera en diagonale selon l'angle nécessaire pour que le bus effectue un beau saut. Pour commencer, on va simplement couper la tôle ondulée. Ensuite, on coupera les arêtes, puis on retirera les morceaux. Ça nous donnera 2 moitiés qu'on retournera pour former notre rampe. Jamie et Adam ont fait la même chose pour tester la voiture fusée dans le désert. Notre rampe, par contre, devra supporter le poids d'un autobus de 11 000 kilos. Il faudra donc renforcer l'intérieur de la structure avec de l'acier pour éviter qu'au moment où le bus montera sur la rampe, celle-ci s'effondre sous le poids du véhicule. Ça semble facile, mais l'équipe passe une longue journée à renforcer la structure dans la chaleur et la saleté avant de la transporter sur la piste d'essai pour effectuer les retouches. Quelle merveille! La première moitié de la rampe est installée sur le camion et sera transportée sur la piste. Quand la deuxième sera rendue, il faudra assembler les 2 morceaux, les souder, puis recouvrir le dessus avec du contreplaqué pour que l'autobus ait une surface sur laquelle rouler. Nous voici à la piste d'Alameda. Tori installe le premier morceau, on assemble les 2 moitiés, puis on les recouvrira pour avoir une surface dure sur laquelle rouler. Souhaitez-nous bonne chance. De retour à l'atelier, Lève-toi, lève-toi! Grant a presque terminé. On a notre direction. Il est tellement sûr de lui qu'il se lance un pari plutôt audacieux. Il y a tellement de dispositifs de sûreté que si l'autobus se met à dérailler, je vais manger mon porte-outils. Une confiance qui ne fait qu'augmenter après son arrivée à la piste d'Alameda. Regarde maman, sans les mains. Car dès les premiers essais, le système de commande à distance semble impeccable. J'espère que Grant s'amuse avec son petit autobus. Je commence à être bon. On verra ce qu'il peut faire à 110 km/h. Je peux commander R2D2, alors pourquoi pas ça? Il bricole tranquillement sans se tâcher pendant que nous, on fait de la soudure, on se salit et on se fend en 4 pour finir cette rampe. Bon, je suis peut-être un peu amer. On ne pourrait pas tester des mythes sur la massothérapie. Voilà. Terminé. Enfin! Attendez-moi! T'as fini de jouer avec ton autobus? Jamie a pris plaisir à désarmer Adam. Mais même si la force de ce coup est comparable à celle d'une balle de revolver, il doute encore que l'expérience subjective soit semblable. Évidemment, pas question qu'ils tirent l'un sur l'autre. Jimmy a donc imaginé un plan ingénieux pour recréer fidèlement cette sensation. Comme on le sait, la 3e loi de Newton affirme qu'à chaque action correspond une réaction égale et opposée. Donc, si je conçois un revolver qui tire une balle dans la direction exactement opposée à la balle qui arrive pour le frapper,
Ma réaction en tant que personne qui tient ce revolver devrait être exactement la même. Une arme de poing à double canon qui représente parfaitement la troisième loi de Newton, qui dit qu'à chaque action correspond une réaction égale et opposée. La balle tirée poussera sur le canon du revolver avec la même force que l'arme aurait reçue en tant que cible. En un mot, c'est génial. L'as-tu baptisé? C'est le revolver, loi de Newton. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. J'adore ça! Mettons-le à l'épreuve. D'accord. Mais dehors, dans l'abri, les essais révèlent un problème de conception imprévu. C'est un peu décevant. C'est très décevant. Ça n'a pas du tout fonctionné. La loi de Newton fonctionne peut-être, mais pas ce revolver. Il se trouve que la charge de ces balles explose seulement lorsqu'on frappe l'amorce. Elle ne veut pas s'allumer avec une mèche. Je dois donc revoir mon concept. De légères modifications et notre pro des revolvers reprend la situation en main. As-tu trouvé une solution? En fait, oui. Tu vas l'aimer, c'est très simple. On n'avait pas à se compliquer la vie pour créer 2 canons. Il nous fallait juste 2 manches. On obtient ainsi une réaction égale et opposée. Ingénieux! Ça me plaît. Voici le revolver loi de Newton, deuxième version, qui fonctionne comme suit. Pendant qu'on tient le faux manche, le vrai revolver est déclenché à distance, transmettant une force égale et opposée à la main qui tient le manche par rapport à la balle. Génial, une fois de plus. Bienvenue à bord du Matbus. Montez. Afin de vérifier si un autobus peut sauter par-dessus un trou de 15 mètres de long laissé dans un viaduc, Tori, Grant et Jesse s'apprêtent à lancer ce bus télécommandé à l'aide de cette rampe. Mais revoyons les conditions. On doit préciser une chose au sujet de cette rampe. Si vous regardez les suppléments sur le DVD du film, vous découvrirez que l'équipe de tournage a utilisé une rampe munie d'un éjecteur hydraulique à l'extrémité pour donner à l'autobus l'élévation et l'élan nécessaires pour réussir son saut. Mais nous, on ne veut pas reproduire des effets spéciaux. On veut recréer une situation réelle, comme si un tas de terre ou de sable se trouvait au bout de l'autoroute. Tout d'abord, l'équipe qui, on le sait, a des relations tumultueuses avec les véhicules télécommandés, veut tester le super coupe-circuit ultra fiable et meilleur que tout à sûreté intégrée de Grant. On y va pour un test à basse vitesse de vérification des freins. Dans 3, 2, 1... Oh my God, this is crazy. 10 miles an hour, 20 miles an hour. We're at 30 miles an hour and holding. Kill it. Killing the switch. Yes. Great. Yes. Good job, Grant. Malheureusement, pas de véhicule incontrôlé pour aujourd'hui. Et maintenant? On peut arrêter l'autobus, mais l'important est que celui du film a roulé jusqu'à 113 km/h. Celui-ci roule à quelle vitesse? Pour tout dire, je ne sais pas. Testons-le. Bien entendu, la vitesse à laquelle le bus atteindra le haut de la rampe est primordiale. Voyons ce qu'il peut faire. Test de la vitesse maximale. Dans 3, 2, 1... Vas-y! 35 miles an hour. Shoot off to the right. You stay here. Good. 45 miles an hour. It's kind of all over the road. Come on, get over. Get back. There you go. We're at 58 miles per hour. Looks like that's all she's got. L'autobus tournant dans tous les sens et le compteur plafonnant à 93 km/h, l'équipe met fin au test Killing it. et immobilise le véhicule télécommandé. Dans le film, l'autobus roule à 113 km/h. Mais dans le test de vitesse qu'on vient de faire, le nôtre roulait plutôt à 93 km/h. On a fait quelques recherches et on a découvert que ces autobus ne sont pas équipés pour atteindre 113 km/h. On peut en conclure qu'Hollywood a légèrement exagéré. Hollywood? Exagéré? L'autre constatation importante est la difficulté évidente de Grant à rester en ligne droite. Pour l'aider dans sa tâche, Tori et Jesse traceront des lignes de repérage.
Voici la ligne de départ. Vous voyez la rampe là-bas? Elle se trouve à un peu plus d'1 kilomètre. Grant a besoin d'aide pour se guider, alors je vais lui peindre une très longue ligne blanche. Moi, je vais peindre un couloir aussi large que la rampe. Ce sera notre zone de non-retour. Rendu ici, si l'autobus n'est pas aligné avec la rampe, on va interrompre la mission. Grant devra diriger l'autobus sur la rampe et le faire sauter jusqu'ici, ce qui correspond à la longueur du trou dans l'autoroute, ajustée proportionnellement à la vitesse réduite de notre autobus. Il doit atterrir ici, sinon ça veut dire qu'il n'a pas franchi le trou. Et ta prédiction? Une longueur que, selon Tori Je crois qu'il atterrira ici. et Grant, le bus aura du mal à parcourir. Où tombera-t-il? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On y est. Le dernier test pour le mythe du saut de l'autobus. J'ai tellement hâte! Comment te sens-tu? Ça va. Un peu nerveux, mais ça va. Tu seras excellent. Un peu nerveux, le mot est faible. Après des jours de travail intense pour arriver à ce test ultime, Il est très nerveux. Grant est à bout de nerfs. Je n'ai jamais vu aussi tendu. On s'apprête à faire le test en situation réelle. Fini les modèles réduits. Si on rate notre saut, c'est foutu. On n'a qu'une seule chance de réussir. Ceci est le vrai test. On se prépare pour le saut à pleine échelle. On ne peut plus reculer. Vous êtes prêts? Prêt? Absolument. Parfait. Allons-y. C'est parti. Le bus va faire le grand saut. 20 miles an hour. 30. Kind of all over the road. Get in the center, get in the center. There you go. There's your line right there, buddy. Right there. 35 miles an hour. 40 miles an hour. Come on, get over, get back. There you go. Good job. We're at 50 miles an hour. Kill it. We are killing the bus. We lost control. That was close. Oh my God. L'atmosphère est très tendue en ce moment. On vient de finir le premier essai et Grant conduisait dans tous les sens. Bon, recommençons. Ça ne va pas très bien pour l'instant. Je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ça. Récapitulons. On vérifie un mythe du Far West qui dit qu'on peut désarmer un adversaire en tirant sur son revolver et ce sans le blesser. Pour ce qui est de le laisser partir indemne, ça semble improbable. Mais pour ce qui est de le désarmer, tous nos tests jusqu'à présent sont prometteurs. Mais prometteur n'est pas suffisant. C'est l'heure de boucler la boucle de ce mythe et de lui faire mordre la poussière. Voici ce qui se passera. Adam tiendra le revolver loi de Newton deuxième version par le deuxième manche. Et voilà. Comme ça, Jamie actionnera la détente à distance, préservant l'important effet de surprise. Écoute bien, Tex. S'il cligne des yeux, tu tires. Et la balle poussera sur la main d'Adam avec une force égale à celle d'une balle tirée sur le revolver. on commence par la position du dégainement. Dans ce scénario, je viens juste de sortir mon revolver de son étui lorsque le shérif Buster tire habilement sur mon arme, juste à cet endroit. D'après nos tests précédents, je pense que je vais la laisser tomber. Le revolver est armé. Bien compris. D'accord. Position de dégainement. Tire quand tu veux. Ça fait vraiment peur. Et tu ne l'as pas laissé tomber. Pas du tout. Et tu ne t'attendais pas au coup. Je n'étais pas du tout prêt. Ça n'avait pas le même impact que le coup de bâton de baseball sur le revolver cible. Je n'ai pas ressenti de douleur. C'était plutôt comme un coup sourd. Bref, je n'ai pas laissé tomber l'arme, même si les tests précédents me laissaient croire le contraire. Alors maintenant, au tour de Jamie. Prêt, Jamie? Oui, je suis prêt. On verra ce que ça donne. Il a laissé tomber! Oui, Jamie Heineman Quel choc! est incontestablement désarmé. Dans l'extrait, on voit clairement comment le revolver tord ma main lorsqu'il reçoit l'impact de la balle. Il est complètement arraché d'entre mes doigts. Comme Adam a retenu le revolver et que Jamie l'a étonnamment laissé tomber, on peut dire que c'est un match nul.
Maintenant, la prise d'otage. Dans ce scénario, je ne pointe pas mon arme vers le shérif Buster, mais vers Jamie. Pour protéger mon ami Jamie, le shérif Buster tire sur mon arme et d'après nos tests précédents, je pense que je vais la laisser tomber comme une patate chaude. Moi aussi. Position de la prise d'otage. Tire quand je ne suis pas prêt. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai remarqué. Admets-le, tu le serrais fort. Je ne le serrai pas. À ton tour. Allez, à toi. Intéressant. Jimmy laisse entendre que notre préparation mentale et physique joue un plus grand rôle que les forces en cause. Voyons voir. Monsieur Hanneman et la prise d'otage. Quand va-t-il tirer? Il l'a encore laissé tomber. Fascinant. Je m'aperçois que les résultats ne dépendent pas tellement de la force nécessaire pour retirer le revolver de ma main, mais plutôt de la réaction que j'ai face à la secousse. Je sursaute et j'ouvre la main. Mais ce n'est pas fini. Le shérif Buster, Jimmy le sursauteur et Adam le cramponneur doivent aussi tester la position du coup de feu. On n'a plus besoin du deuxième manche. Ce sera presque comme si je tirais dans une position naturelle. Je vais pointer mon arme vers notre cow-boy, sauf que c'est Jimmy qui actionnera la détente, sans me le dire. C'est terrifiant. Tu ne l'as toujours pas lâché? Non, et je ne crois pas que je mette trop de pression. Je ne le serre pas. Un dernier essai pour Jimmy. Oui, je l'ai retenu. C'est bizarre. C'était aussi surprenant que les autres coups, mais cette fois, le revolver s'est enfoncé davantage dans ma main. Les armes à feu sont conçues pour absorber la force dans cette direction. De toutes les positions de tir, c'est sans doute la moins susceptible de nous faire perdre notre revolver. Voilà des résultats aussi imprévisibles qu'un jeu de roulette russe, mais concluants quand même. Nos tests ont clairement montré que tirer sur le revolver de quelqu'un est vraiment la dernière option pour le désarmer. Tout d'abord, la cible est petite et il faut la tirer en plein centre pour la déplacer le moindrement. Deuxièmement, si on atteint l'arme, les fragments ou les ricochets de la balle risquent de blesser notre homme. Alors, notre conclusion? Eh bien, je dirais que c'est un moyen plausible, mais pas du tout infaillible pour désarmer un adversaire. Est-ce sécuritaire? Non, c'est complètement faux. Je suis d'accord. Fichons le camp d'ici. Si vous affrontez quelqu'un dans un duel western, souvenez-vous de ceci. Vous serez peut-être capable de désarmer votre rival en tirant sur son arme, mais vous ferez sans doute quelques blessés. Disons que le test du saut de l'autobus n'a pas très bien commencé. Kill it, kill it, kill it, kill. We are killing the bus. We lost control. Mais ça prend plus qu'un autobus télécommandé incontrôlable pour arrêter les stupéfiants. Hit it. Attention, prise 2. We are 20 miles an hour. Pour l'instant, We are looking good. Looking good. mais pas pour longtemps. Shooting off to the right. 35 miles an hour. 40 miles an hour. It's going all over the road. Come on. Over to the right. We're in. All right, killing it, killing it, killing it, killing it. It's kill. Ça va mal. Dang! And we took out the fence. That's an affirmative. Une perte soudaine de direction a détourné le véhicule vers un obstacle que l'on connaît bien. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Le bus est intact. Un petit accrochage. Pas d'égratignure. C'est pas la première clôture qu'on défonce sur la piste d'Alameda. Le coupe-circuit a fonctionné, c'est bien? Qu'est-ce qui s'est passé? La pile du récepteur est morte. On a donc perdu la direction et tout le reste? Oui. Je n'avalerai pas tout de suite mon porte-outils. Et c'est moi qui décide comment je le mangerai. Peut-être frit avec un peu de sucre en poudre. Pendant que Grant imagine un beignet en forme de porte-outils et remplace les piles de la servo-direction,
le soleil se couche, obligeant l'équipe à quitter la piste. Le lendemain, après une vérification complète des systèmes, on remarque un regain d'optimisme. On est de retour. Une nouvelle journée commence et j'ai confiance. J'ai hâte. On va monter sur cette rampe. Est-ce qu'on va franchir le trou? Je ne sais pas, mais on va atteindre la rampe. Ceci n'est pas un exercice. Dans 3, 2, 1, vas-y! Miles an hour, 30 miles an hour. Stay on target, 45 miles an hour. Yeah, Lily, get back on. Randy, where are you going? 50 miles an hour. Lose control. Killed it. Chapitre après chapitre, heure après heure, l'histoire se répète. Si ce n'est pas le pilotage extrêmement difficile, Oh my god. Kill it. Oh my god. That could have been disastrous. c'est une défaillance mécanique 10 miles an hour. Killing it. ou une perte du signal radio Il marchait, puis il a cessé de répondre. ou encore une défaillance électrique qui provoque un incendie. Je croyais que c'était un bus non-fumeur. On ne dirait pas. Le découragement commence à se faire sentir. Grant a l'air un peu tendu. Il ressemble à un vieux chauffeur grincheux. C'est mon arrêt. C'est toi qui as fait sonner la cloche? Ce n'est pas un arrêt. Seigneur. Débarque de mon autobus. Débarque! Mais l'équipe tient bon, et malgré les propositions tentantes de Tory, On devrait le remplir de C4. Et s'il roule à moins de 80 km/h, on le fait exploser et le mythe est vrai. Entendu. on revérifie les systèmes. Puis, une fois de plus, on s'en remet à Grant. Parviendra-t-il à maîtriser la capricieuse direction et à guider l'autobus roulant à toute vitesse directement sur la rampe, qui d'ici semble minuscule? Hit it. Come on. 10 miles an hour. 20 miles an hour. Come on, dude, get back online. 30 miles an hour. Uh-oh, we're losing it. Get back over. Come on, Grant. 45 miles an hour. Hold it. No. 55 miles per hour. Oh, crap. 58 miles per hour. Return. Oh my god. Oh my god. Mesdames et messieurs, Mon Dieu, je crois que ça y est. c'était complètement fou. Ça semblait facile? Eh bien, ce ne l'était pas. C'était très, très difficile. Diriger l'autobus est un peu compliqué parce qu'on le suit. On voit seulement le derrière qui dévie et on doit corriger sa trajectoire à partir de ça. Je tentais de le maintenir en ligne droite, je le corrigeais au fur et à mesure. Vers la fin, il a dévié un peu, mais je voyais la rampe arriver et j'ai tenté un dernier mouvement pour qu'il monte dessus. Oui, l'autobus est monté sur la rampe et s'est envolé, et c'est ce qui importe. Est-ce qu'il a franchi toute la distance du trou? Malheureusement, non. Je crois que l'autobus a atterri ici. Regardez la zone d'impact. Le bus est énorme, il a laissé une crevasse. Oui, mais regardez où il devait atterrir. C'est une grande distance. Il est tombé très loin. Même pas à mi-chemin. En plus, dans le film, il n'y avait pas de rampe. Voici les bonnes nouvelles. Tout comme dans le film, l'autobus est resté relativement intact. Du moins, avant de frapper la barrière. Mais il y a un mais. Même avec une rampe, le véhicule est loin d'avoir réussi à franchir la partie inachevée de l'autoroute. Sur un vrai viaduc, il aurait connu une fin tragique, à l'opposé des films d'Hollywood. Finalement, le mythe est faux. Il ne tient pas la route. Le mythe est faux.